Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Entretien, votre magazine sociopolitique que vous avez l'habitude de suivre sur Perfect Télévision et sur YouTube Peter Tiani RDC. Nous avons un invité. Il s'agit de Maître Lenga Nicolas, qui est un des cadres, d'ailleurs, c'est secrétaire général adjoint du parti politique en vol en charge d'implantation. Monsieur Lenga, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Philippe. C'est un réel plaisir de répondre à votre invitation. Et c'est toujours un plaisir de venir parler Congo sur votre chaîne, qui est une chaîne qui fait manifestement bien son travail. Votre président, le président national de votre parti politique, fait partie des leaders de l'opposition qui ont été à Lubumbashi. Quel est votre sentiment? C'est un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie, mais aussi et surtout un sentiment d'espoir. Vous savez, lorsque le pays va mal, les esprits responsables se mettent ensemble pour cogiter. Et c'est l'exercice qui a été fait à Lubumbashi, là où le président Sesanga et les autres leaders de l'opposition se sont retrouvés pour une mise en commun des vues autour des grandes questions qui touchent nos populations, qui touchent notre nation, notamment la question sécuritaire, notamment la question de la vie chère, notamment la question électorale et bien d'autres. Et donc, les 4 leaders se sont réunis, ils ont cogité, ils ont produit une déclaration et en perspective, il y a une chaîne d'activités qui doit se faire pour contraindre ce régime qui manifestement ne sait pas où ce qu'il emmène le pays, pour le contraindre à organiser des élections crédibles en décembre 2023. Vous savez que la date du 20 décembre n'est pas négociable et que la qualité des élections n'est pas négociable non plus. Il faut des bonnes élections et la CENI, ensemble avec le régime en place, ont l'obligation de nous produire des bonnes élections au 20 décembre 2023. N'est-ce pas, c'est la même démarche avec la période 2018, 2016, 2017, avec le rassemblement qui était dirigé par le feu Etienne Tshisekedi. Ce n'est pas la même démarche avec Genval? Bon, même démarche ou pas, c'est pas ça la question, parce que vous savez, au grand mot, grand remède. Lorsque Monsieur Tshisekedi refait les mêmes sauces que faisait Kabila, il est tout à fait normal qu'on puisse lui administrer le même remède qu'on a administré à Kabila jusqu'à lui mettre hors d'état de nuire. Et nous mettrons M. Tshisekedi hors d'état de nuire au 20 décembre 2023. Mais vous soulignez le 20 décembre 2023, vous soulignez le 20 décembre 2023, vous insistez sur ça. Mais nous voyons le processus électoral en train de se dérouler. Vous habitez Congo, chers compatriotes. Vous avez vu comment l'enrôlement s'est passé dans les zones où c'est déjà fait et comment ça se passe dans les zones où l'enrôlement continue à se produire. C'est simplement une catastrophe. Monsieur Kadima a intentionnellement piéger ce processus pour que soit nous obtenions un glissement, c'est qu'ils cherchent eux, soit une vraie fraude électorale au 20 décembre. Mais nous avons tiré la sonnette d'alarme depuis 2019. Nous continuons à le faire et là, nous serons dans la rue ensemble avec la population pour obtenir, pas pour négocier, pour obtenir des bonnes élections au 20 décembre 2023. Mais c'est impossible lorsque vous parlez de... Mais s'ils nous disent qu'ils sont incapables de nous donner des bonnes élections au 20 décembre 2023, nous allons tirer les conséquences. Et vous savez que dans notre constitution, l'article 64 existe. C'est impossible parce que lorsque j'avais lu la déclaration, vous avez parlé de revoir le processus électoral, la Cour constitutionnelle, bien entendu. Tous ces éléments-là, c'est impossible pour que la CENI puisse respecter les délais, même du régime. C'est une question de... Pas vous cherchez le dialogue. Pas du tout. C'est une question de prédisposition, c'est une question de responsabilité, c'est une question de sérieux. Si la CENI, je répète, ensemble avec le gouvernement et donc le régime de M. Tshisekedi, comprennent aujourd'hui que ils n'ont pas d'autre choix
que de revenir à la raison. Ceci veut dire de revenir à organiser des bonnes élections afin de permettre justement à ce que M. Tshisekedi prenne sa retraite politique et que finalement le pays soit remis entre les mains des expertes, des personnes qui peuvent, avec le cerveau et le cœur, redresser ce pays et donner une chance à cette génération de vivre ce bien-être qu'ils ont mérité. Lorsqu'on parle de la sécurité, la dernière déclaration du président rwandais Paul Kagame, lorsqu'il parle de la terre, par rapport à tout ça, on peut dire que sa déclaration résume, nous donne l'information sur la cause de l'insécurité dans l'Est. Comment vous analysez ça? Aujourd'hui, M. Kagame a le toupet de dire clairement ses ambitions, justement parce que le régime Tshisekedi lui en a donné la force et l'opportunité. C'est toujours le régime Tshisekedi. C'est un régime de la honte, c'est un régime qui doit être mis hors d'état de nuire. Oui, les anciens régimes avec Joseph Kabila. Oui, mais vous savez que depuis la chute, le décès d'Abiyarimana, que le régime au Rwanda a basculé, donc c'est sous Mobutu, Nzé, Joseph Kabila et aujourd'hui Félix Tshisekedi. Mais pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui que M. Kagame a le toupet d'exprimer clairement ses ambitions? Simplement parce qu'aujourd'hui, ils estiment qu'ils sont le plus proches de cette idée de balkanisation. Aujourd'hui, Bunagana est contrôlé par qui? Vous allez nous dire le MV3 s'est retiré. Mais qui contrôle Bunagana? Ce n'est pas le gouvernement congolais. Ce n'est pas nos FARDC. C'est la force de l'EAC. Oui. Et nous savons tous que le Rwanda est l'un des États piliers de l'EAC. Oui. Nous savons tous que M. Félix Tshisekedi n'a pas su et n'a pas pu obtenir par ce que lui appelait diplomatie agissante, ni au front parce qu'il a déclaré qu'il ne voulait pas faire la guerre. Pourtant, c'est le commandant suprême de l'armée. Tout ce qu'il a entrepris s'est soldé en un grand échec qui a permis l'établissement, l'installation et le contrôle des forces de l'EAC. Et ceci, cet état, cette réalité donne à Kagame la force maintenant d'exprimer clairement ce qu'il a toujours voulu, c'est-à-dire balkaniser l'Est de la RDC. Mais maintenant, le plus important, c'est quoi? C'est la réaction de la RDC. Face à cette déclaration, nous avons suivi la réplique du porte-parole du gouvernement. Oui. Le Premier ministre s'est tu, le président de l'Assemblée nationale s'est tu, le président du Sénat s'est tu, pire encore, le chef de l'État s'est tu. Mais le Premier ministre, Patrick Mouya, le porte-parole du gouvernement, et dans son gouvernement. Vous savez, non, un minimum de sérieux. Lorsqu'un chef d'État d'un pays voisin exprime des idées, des propos, des envies aussi graves que cela, la réplique devrait venir minimum du Premier ministre. Je dis bien minimum du Premier ministre. Pas du ministre de l'Information. Mais la vraie réplique serait sur terrain. Il faudrait bien que notre armée redevienne dissuasive. Parce que c'est que les Congolais doivent retenir en cette année 2023, année électorale, c'est que M. Tshisekedi a échoué dans sa mission de nous garantir l'intégrité nationale dans nos 9 frontières, l'intangibilité des frontières. Il a échoué sur ce plan. Et donc, l'aspect sécuritaire est une catastrophe. Son bilan est totalement négatif. Plutôt que nous puissions revenir à l'état où nous étions en 2018 lorsque M. Kabila quittait le pouvoir, le régime Tshisekedi nous amène 6 pieds sous terre. Et donc, la vraie réplique au propos de M. Kagame serait des actes sur terrain, la reprise par nos forces armées de nos territoires, oui, l'effectivité de l'intangibilité de nos frontières et la gouvernance par l'État de l'entièreté de notre territoire national. Ne pas faire cela serait du folklore et de l'irresponsabilité historique. Vous allez marcher
dans votre marche, vous n'allez pas seulement limiter aux manifestations. Quelle est la démarche de ces 4 leaders de l'opposition par rapport à ces situations? Mais vous dites que le président de la République n'a pas réagi, le Premier ministre, mais du côté de l'opposition, on n'a pas jusque-là aucune déclaration commune de ces 4 leaders de l'opposition. L'opposition ne fonctionne pas comme le gouvernement devrait fonctionner. L'opposition a une nature, a une façon de procéder. L'État congolais, le gouvernement, a une autre façon. Le gouvernement a l'obligation de réagir. Réagir et verbalement et sur terrain par les actes. Oui. Ne pas le faire, c'est de l'irresponsabilité. Maintenant, dans ce vide-là, parce que la nature a horreur du vide, oui, vous émettez le vœu que l'opposition puisse couvrir ce vide du gouvernement qui n'a rien à dire en fait, par une déclaration dans ce sens. Nous avons dit, à travers le président Sessanga et les autres leaders de l'opposition, lors de la déclaration commune, qu'il était question de faire une marche le 13, oui, non seulement pour la vie chère, mais aussi pour la question sécuritaire. Et donc tout ceci est dénoncé, et sur terrain, lorsque le peuple qui est souverain descendra dans la rue, nous allons faire bouger les choses dans le sens de récupérer d'abord l'intégrité nationale, mais aussi pour avertir, mais un dernier avertissement à ce gouvernement de prendre des responsabilités, sinon nous allons faire usage de l'article 64 qui se trouve dans la Constitution. Pensez-vous que cette marche sera autorisée par les autorités urbaines? Quand je parle des autorités urbaines, c'est à travers le pays. Vous savez que l'auteur de la loi sur les manifestations publiques, c'est le président de mon parti en vol. Donc nous sommes fiers, oui, d'en parler parce que cette loi, c'est un peu notre bébé. Oui. Nous ne sommes plus dans les régimes d'autorisation, nous sommes dans un régime d'information. Et donc l'autorité sera informée de cette activité, de cette grande activité, quitte à elle de prendre les dispositions qui se doivent pour encadrer cette activité. Nous n'avons pas besoin de son autorisation parce que nous ne lui la demandons pas. Nous lui informons de cette activité du 13 et nous rappelons à son intention qu'il a l'obligation de pouvoir mettre tout en marche pour encadrer cette marche. Mais on vous accuse d'aucuns dans les réseaux sociaux. Comme les réseaux sociaux sont souvent de population, ça peut être aussi de l'autre côté majorité, comme l'Union sacrée. On vous accuse d'ajouter ces points-là de la vie chère. Selon eux, vous cherchez le soulèvement populaire. Encore une fois, c'est irresponsable de penser de cette façon. La vie chère est une évidence. Nous sommes factuels là. La vie chère est une évidence. Le transport a grimpé. Les prix des denrées alimentaires ont grimpé. Vous incitez la population... Mais pas du tout. La population vit cette misère dans sa chair tous les jours. Ce n'est pas une question d'incitation. Moi-même, je fais partie de la population. Pour quitter de chez moi, arriver ici, c'est un parcours du combattant. Toutes les artères publiques sont bouchées, et le matin et le soir. Ceci a une implication dans les rendements du travail de chacun de nous, mais aussi dans le coût du déplacement. Il ne faut pas être un génie qui travaille à la NASA pour comprendre cela. Donc lorsque nous disons que nous allons marcher pour lutter et combattre, dénoncer la vie chère, ce n'est pas une incitation quelconque. C'est normal qu'eux pensent le contraire, parce qu'ils vivent dans des salons UP, ils ont un train de vie extravagant, etc. Ils ne vivent pas cette misère que nous vivons au quotidien. C'est normal qu'ils disent ça, nous sommes dans deux mondes différents. Ce n'est pas que vous cherchez un peu comment chercher à attirer la population, chercher dans un moyen pour aller vers la population, chercher. Donc, c'est lorsque vous parlez, parce que la vie chère intéresse plus la population congolaise, les Congolais, le petit peuple. Non, déjà au Congo, il n'y a pas de petit peuple. Le Congo, c'est un grand peuple. Mais il y a un groupe, oui, qui prennent, nous, le peuple en otage, c'est-à-dire cette union sacrée-là. Un groupe de kabylistes qui nous remettent le même refrain qu'avec Kabila. Tous, ce sont des kabylistes. Et que je dis tous sans exception. Et donc, ils nous remettent la même sauce. Et ils sont étonnés que nous puissions marcher contre la vie chère parce que eux ne vivent pas dans ce monde-là où la vie est chère. Ils vivent dans un monde d'opulence
où ils ont tout gratuitement, ils ont même en surplus, pendant que nous avons des mois d'impayement, nous avons difficile à se déplacer, à nouer les deux bouts du mois, à payer nos loyers, à scolariser nos enfants, etc. Et donc, le dire, c'est encore une fois insulter cette population qui n'a pas besoin qu'on vienne la draguer pour marcher contre cette vie chère. Donc, l'initiative du président Sessanga et d'autres leaders de l'opposition, c'est justement une initiative de responsabilité. Parce que dans leur parti politique, dans nos partis politiques, nous vivons avec cette population, nous faisons partie de cette population. Et ce mal-là, cette misère-là, nous la vivons dans notre chair au quotidien. C'est tout à fait normal. Bon, maintenant, ils disent, sur la question de la vie chère, c'est pour amadouer le peuple. Mais lorsqu'on parle de la question sécuritaire, c'est pourquoi? Lorsque le président de l'Assemblée nationale dit du haut de la chair que le gouvernement ne contrôle plus le fleuve Congo au niveau de Maluku. Mais c'est extrêmement grave. Mais c'est jusque-là aucune réaction, c'est silencieux. Voilà. Ça, c'est la stratégie des kabylistes. C'est comme s'il a tenu un propos là, c'est fini. C'est ça la stratégie des kabylistes. Quand je vous dis que ce sont tous des kabylistes, c'est ça justement ce qui s'est passé avant 2018 et qui se passe aujourd'hui. Doit-on attendre encore que les forces de l'EAC aillent s'installer à Maluku et dans le Grand Bandundu? Comment ce gouvernement est incapable de nous dire qu'est-ce qui se passe à Kwamut, qu'est-ce qui se passe dans le Grand Bandundu et maintenant qu'est-ce qui se passe à Maluku? C'est quand même inadmissible. Comment nous pouvons rester avec des gens qui sont censés nous gouverner, mais qui eux-mêmes ne savent même pas ce qui se passe? Voilà pourquoi nous disons à notre peuple, le 20 décembre 2023, nous allons fermer rapidement cette malheureuse parenthèse du régime Tshisekedi. On va mettre ce régime hors d'état de nuire. Nous allons remettre le pouvoir à des mains expertes. Même sans élection. Ce n'est pas négociable, chers compatriotes. Le 20 décembre 2023, il y aura élection et il y aura des bonnes élections. Ceux qui vont s'hasarder à tenter un quelconque glissement, ils vont se mordre les doigts. Lorsque vous parlez de Kwamut, je veux chercher un peu à relever quelque chose. On a constaté ces jours le discours tribal, xénophobe. Comment, à votre niveau, parce que quand on parle de l'implantation, vous êtes en contact avec d'autres coins, comment vous organisez pour mettre fin ou éradiquer ce discours? En réalité, il n'y a pas de conflit tribal entre les deux peuples qui ont toujours vécu comme ça des années et depuis la nuit des temps. Il y a une instrumentalisation qui se fait. Ils veulent créer ce prétexte de conflit tribal justement pour implanter l'insécurité. Il y a des vrais sangsues qui se nourrissent du sang de notre peuple. La même pratique s'est implantée à l'Est, à la grande province d'Oriental et maintenant à l'Ouest de la RDC. Il n'y a pas de conflit tribal. Nous côtoyons ce peuple-là. Il s'agit d'un laisser-aller du gouvernement qui laisse des petits groupes terroristes installer la terreur pour contrôler justement des pans des territoires de notre pays. Et rester silencieux sur cette question, encore une fois, c'est de l'irresponsabilité de ceux qui nous dirigent. Donc vous soutenez la dernière homélie, je pense que vous avez suivi la dernière homélie du cardinal lorsqu'il parle de... Il a dit lui-même qu'il était là comme pasteur, il a constaté, il y a même de gens qui la majorité viennent d'ici à Kinshasa vers Massina, le cardinal l'a dit. Est-ce que vous savez que il y a quelques années, je crois 2 ans, il y avait un groupe des bergers qui ont quitté l'est du pays avec un nombre important de vaches pour s'installer justement dans cette partie ouest de la République. Le gouvernement est incapable de nous dire où sont passées ces vaches, où sont passés ces bergers et qu'est-ce qu'il advient de cette situation. C'est quand même grave qu'à leur passage s'installe une insécurité de ce genre. C'est quand même grave qu'on vienne nous parler d'un conflit ethnique qu'après le passage de ces personnes-là. Il faudrait que ce gouvernement
puisse nous expliquer, établir un peu une lumière sur la situation. Bon, nous espérons que, pour une fois, ces kabylistes qui nous dirigent pourront respecter ce peuple et nous dire exactement ce qui se passe du côté ouest. Parlons de la sécurité, toujours à la marche. J'ai tombé sur, comment je peux mettre, des tracts de gens qui disent qu'ils vont empêcher la marche. La marche du 13 Du 13. Je peux citer ce genre de l'UDPS. Okay. Force du progrès comme ça, ils ont dit qu'ils vont empêcher la marche. Comment vous vous organisez? Quel est votre message, votre appel aux autorités? J'en parle avec le sourire parce que, encore une fois, si ce que vous dites est vrai, encore une fois, ces personnes donnent la preuve qu'ils ne sont pas au pouvoir pour résoudre les problèmes de nos compatriotes. Une marche est organisée contre la vie chère. Pourquoi l'interdire? Parce qu'eux parlent du soulèvement, vous cherchez à soulever la population, donc tout est commencé par là. Ah, ils estiment que oui. En marchant, la population va se soulever. Oui. Donc la population a des bonnes, donc vous préparez un chaos contre leur régime. Non, le chaos a été ficelé, boutiqué, mis en place par le régime lui-même. Lorsque nous dénonçons tout ce qui ne va pas dans le pays, quelle est leur réplique? Ça n'a pas commencé avec nous. D'ailleurs, avec Kabila, c'était comme ça. En fait, ce sont des kabylistes qui ont pour modèle M. Joseph Kabila. Et ils se disent, tout ce qui a eu de mal à l'époque de Kabila, ce n'est pas leur affaire. Ils ne sont pas venus pour régler cela. Alors qu'ils nous disent, si tous les maux qu'il y avait avant leur accession de pouvoir, ce n'est pas leur affaire, ils ne peuvent pas les résoudre. Ils sont venus faire quoi? Ils sont venus résoudre des problèmes qu'ils vont créer eux-mêmes et donner des solutions. Ok. Est-ce que avant 2018, il y avait ce qui se passe à Kouamout et jusqu'à Maluku? Je ne pense pas. Donc c'est un problème créé par le régime de M. Tshisekedi. Est-ce qu'ils sont capables de résoudre cela et de nous expliquer ce qui se passe? On parle aussi des 45 morts au Katanga comme ça. Des morts, on en compte tous les jours. On en compte tous les jours du fait de l'insécurité. Maintenant que des Congolais veulent marcher, non seulement pour l'insécurité, mais aussi contre la vie chère, il y a un groupe de personnes plus ou moins identifiées, mus par je ne sais quelle motivation, ils disent qu'ils vont venir empêcher cette marche. Nous nous donnons rendez-vous le 13, parce que personne n'a le monopole du biceps. Nous nous donnons rendez-vous le 13, et on verra ce qu'il va advenir. Nous allons marcher contre la vie chère, ensemble avec nos populations. Que ceux-là que vous avez cités, s'ils se pensent plus congolais que nous, ou ils pensent que nous vivons bien au Congo, et qu'ils veulent empêcher, donc ils veulent se substituer à une force étatique, nous nous donnons rendez-vous dans la rue le 13. La rue le 13, est-ce que la population peut faire confiance à ces 4 leaders, hein? Première question. Deuxième question, est-ce que la porte est ouverte pour les autres leaders de venir rejoindre ou de joindre à ces groupes? Je vais commencer à répondre par la deuxième question. Vous savez, il n'y a pas d'exclusion pour ceux qui veulent rejoindre le camp de la vérité, le camp de la raison, donc le camp du peuple. La porte est ouverte. Même les anciens du FCC? Ceux qui veulent plonger dans la piscine de Bethesda pour se repentir de leur ignominie et de revenir dans le camp de la vérité, de la raison et donc du peuple, la porte est ouverte. Ils font leur mea culpa au peuple et ils reviennent. Mais nous ne voulons pas voir le spectacle qui se passe de l'autre côté. Ceux-là même qui ont dit pour Nakabila Tokonguluma, ceux-là qui ont dit ils sont kabylistes dans leur gène et s'ils quittaient Kabila, ils abandonnaient la politique. Ceux qui se sont appelés Likofi à Kabila, ceux qui ont dit Kabila est l'homme le plus sérieux, tous ceux-là se réunissent sans Kabila. En fait, ils font du Kabila sans Kabila. C'est des vrais kabylistes. C'est des vrais kabylistes. Et pour preuve, ils reproduisent sur terrain exactement ce que nous avions toujours dénoncé et combattu avec le régime Kabila. Oui. Et donc, nous nous disons que le peuple peut continuer
à faire confiance au président Sesanga et aux autres leaders de l'opposition qui sont réunis, parce que nous avons donné nos preuves au fil des années, non seulement de notre volonté à faire avancer les choses, mais aussi de cette synergie qui a toujours existé entre le leader et la population. Mais il y a d'aucuns qui citent ces quatre-là, ils disent que ce sont des gens qui ont détruit ces pays, ils ont géré, je ne sais pas dans quel contexte ils le disent. Vous savez, moi je suis un haut cadre de l'Envol, donc je ne peux parler que de mon parti et de mon leader. De votre leader, oui. Le président Sesanga est le seul député, je dis bien le seul député, de l'histoire politique du Congo à avoir fait don de ses émoluments de toute une année. Le seul. Et il a travaillé prodéo, comme on dit, gratuitement, toute l'année 2020. Mais depuis 2019, il est le seul député, je dis bien le seul député, qui a demandé à ce qu'on réduise les émoluments des députés pour régler cette question des inégalités sociales, réduire les trains de vie des institutions en commençant par l'Assemblée nationale qui est une autorité budgétaire. Sur 500 députés, 499 ont dit non à cette proposition. Le président Sesanga, c'est le député le plus prolifique en matière de production de lois de l'histoire de l'Assemblée nationale depuis 1960 à nos jours. Donc, le kiss du populisme, souvent lorsque... Non, je suis dans les faits là. Ça, c'est des faits. Il n'y a pas de discours. Ce n'est pas quelqu'un qui vient qui dit « Je veux construire une université moderne comme à Vardambanda où il n'y a ni l'eau ni l'électricité ». Ça, c'est du populisme. Mais quelqu'un qui vient, qui dit « Je fais don de mes émoluments pour lutter contre le Covid-19 » pendant que les autres députés n'ont même pas donné une seringue. Mais il fait partie des députés qui ont travaillé sur l'actuelle loi électorale. Nous avions proposé une loi électorale qui a été trucidée à l'Assemblée nationale, qui a été déchiquetée pour produire cette loi qui ne ressemble à rien aujourd'hui. Nous avions apporté à cette époque, avec la proposition que nous avions faite, 18 innovations que l'Assemblée nationale a rejetées. Ils n'ont pas voulu de la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote à partir des bureaux de vote. Ceci a exprimé clairement leur intention de frauder, d'installer la fraude électorale. Mais que ceci soit dit et entendu, au 20 décembre 2023, il y aura élection et des bonnes élections. Au cas contraire, l'article 64 de la Constitution sera cette fois-ci appliqué. Merci, M. Nicolas Lenga, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci, chers téléspectateurs, d'être devant vos télévisions pour nous suivre à la prochaine occasion. Au revoir.